Bon, je vais essayer d'être brève et puis on échangera. Je pense qu'il y aura des questions-réponses. Alors, je vais faire le volet travaux pratiques, si j'ai bien compris, puisqu'on est dans une agglomération qui n'est pas capitale régionale. On est dans une agglomération qui est assez spécifique et qui a une tradition, ça paraît paradoxal, mais une tradition d'innovation et de développement basée sur l'innovation qui dépasse largement sa taille. Donc on a à peu près toutes les caractéristiques, si j'ai bien compris, du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et on est dans une agglomération incontestablement où tout le monde a eu l'habitude de prendre ses risques. Trop, disent parfois les avocats qu'on écoute assez peu, finalement, et c'est comme ça qu'on avance. Mais je crois que chacun dans sa mission a l'habitude ici de pratiquer les partenariats publics-privés, de voir des élus très engagés, de voir finalement les pouvoirs publics nous soutenir pas mal. J'espère que ça ne va pas être démenti avec les, comment dire, les restrictions budgétaires qu'on attend aujourd'hui et qui vont toucher les collectivités. Et puis une Europe dont on déplore qu'elle ne soit pas davantage proactive à nos côtés, mais qu'elle confonde un peu la compétition économique, qu'elle pense encore finalement, bien que ça évolue un petit peu, mais qu'elle pense encore que la compétition économique se joue à l'intérieur de l'Europe, alors qu'elle est largement à l'extérieur de l'Europe. Nous souhaiterions avoir une Europe plus dynamique, plus active, pas protectionniste, parce que ça n'aurait pas de sens dans une compétition mondiale, une économie mondialisée, mais une Europe qui joue le jeu de l'Europe. Voilà. Et nous regrettons de ne pas l'avoir. Alors, Grenoble a été qualifié il y a 5 ans par Time Magazine, qui ne peut pas être soupçonné d'être pro-européen, comme The Secret Capital of Europe for Innovation. C'est avec Nantes, la seule ville française qui était distinguée. Nantes, c'était pour The Quality of Life. Donc j'espère que nous aussi, on a progressé depuis en qualité de vie. Je pense que oui, grâce notamment aux actions que l'on fait avec la communauté d'agglomération. Alors, cette innovation, c'est un patrimoine quasiment. Nous ne pouvons pas nous en prévaloir. Elle a démarré au milieu du 19e siècle à Grenoble avec un triptyque très fort, université, recherche, industrie, donc déjà le partenariat public-privé, et un très fort soutien des pouvoirs publics. Et depuis 25 ans, puisque les investissements se sont inversés, il y a une vingtaine d'années, les investissements publics étaient à 75% faits par l'État, 25% par les collectivités territoriales. On a exactement inversé le rapport en France depuis. Et donc, mais nous bénéficions toujours, malgré tout, pour nos projets structurants, et notamment en matière de développement économique, d'un soutien public et d'une intervention publique extrêmement forte. Alors comment nous organisons-nous alors que nous ne sommes pas capitale régionale, alors que nous avons une configuration géographique, je pense que Marc Bayetto et Michel Desto ont dû vous en parler, configuration géographique, donc nous sommes entourés de montagnes, ce qui est un facteur d'attractivité important, mais aussi un facteur de complexité. On ne peut pas construire à l'infini. On est un fond de vallée glaciaire, donc la pollution est plus importante pour nous qu'ailleurs, même si on l'a beaucoup réduite sur le plan industriel depuis quelques années. Bref, des facteurs environnementaux, des facteurs de risque naturels également assez forts, avec des barrages en amont, avec une zone qui est considérée comme plaque sismique, avec encore du nucléaire, avec une chimie que l'on veut garder, puisqu'on tient beaucoup à garder notre industrie. Et on a une acceptabilité des risques industriels qui est suffisamment développée pour qu'on garde cette industrie et ses emplois. Bref, on cumule à peu près tous les risques, toutes les difficultés, et je pense paradoxalement que c'est pour ça qu'on est innovant, et que c'est pour ça aussi qu'on a l'habitude de communiquer avec le monde entier. On a l'habitude d'aller par-delà nos montagnes, on a toujours été une ville, on a été une ville de garnison, donc une ville militaire, une ville de passage commercial vers l'Italie, et une ville des droits de l'homme. Ce qui fait que depuis 2 siècles environ, on a 51 nationalités différentes présentes dans notre agglomération. Je pense que c'est un facteur de chance formidable. Je pense que tout ce qui concerne, tout ce qui peut être vu par certains esprits parfois un peu, on appelle ça les esprits bobos en France, hein, bohème bourgeois, parfois un peu timorés vis-à-vis du risque et du progrès. Je pense que tout ça
doit être vu comme une chance formidable, finalement. Le fait d'avoir autant de nationalités, autant de cultures, ça nous donne une réactivité formidable à l'international et ça nous donne des réseaux et des relais à l'international. Avoir une agglomération entourée de risques industriels et de risques naturels, ça nous oblige à être extrêmement vertueux sur le plan des process industriels et nous travaillons avec nos pôles de compétitivité, avec les industries chimiques pour verdir, rendre greener tous nos procédés industriels. Avoir des difficultés de logement, ça nous oblige à construire de façon plus dense, plus intense, mais aussi plus agréable, parce qu'on ne fait accepter l'intensité et l'urbanisme plus compact que si on aménage des zones de privacy, des zones où les gens se sentent chez eux, autour d'eux. Un habitat, une architecture qui soit agréable. Alors, ça peut vous étonner que je parle de ça en parlant d'économie, mais l'économie, on attire aussi les investissements étrangers, et Clara Guémard le sait mieux que personne, si on peut proposer une qualité de vie et un environnement agréable. Un secteur éducatif d'un niveau élevé, on a une cité scolaire internationale et on a dès le primaire des écoles dans lesquelles on peut apprendre une langue étrangère en plus du français, c'est bien le moindre. On essaye d'être le plus innovant possible et le plus respectueux de l'environnement possible, aussi bien pour économiser les ressources naturelles, vous en avez parlé, Madame Guémard, que pour protéger et faire monter l'efficacité énergétique de nos bâtiments anciens. Nous avons un programme d'agglomération qui s'appelle Murmure, qui est un programme, je crois, qui est un exemple français, où nos copropriétés ont été mobilisées, démarchées par les collectivités et ces services en porte-à-porte, je dois le dire. Si on n'appelle pas ça du volontarisme, je ne sais pas ce qu'est le volontarisme des collectivités, pour consentir à faire des efforts financiers et à investir dans des programmes d'efficacité énergétique. Nous avons mis 3 niveaux de programme pour que les copropriétés, y compris les plus modestes, puissent y souscrire. Nous aidons largement ce programme. Nous avons une aide de l'ADEME également, l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Nous avons une aide de l'ANA au niveau national, donc l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour les copropriétés les plus fragiles et les moins riches, les plus modestes. Et nous sommes arrivés à faire un programme tout à fait intéressant et efficace à notre niveau. Alors vous me direz, tout ce volontarisme, évidemment, nous finançons aussi et nous prenons même la maîtrise d'ouvrage de pôles d'innovation comme Minatech pour la microélectronique et les nanotechnologies, 200 millions d'euros d'investissement tout de même, un volet recherche, un volet partenariat public-privé qui est géré par une société d'économie mixte que je préside au nom de toutes les collectivités. Donc je suis mandataire social. Là, je crois que c'est un niveau de risque pour un élu qu'on peut pas aller plus loin. S'il y a un problème, il y a quand même des salles blanches. S'il y a une fuite de phosphine, s'il y a des problèmes de fuite d'effluents, je suis mandataire social. Donc je peux répondre devant une cour, devant un tribunal de ce qui se passe. Mais je suis surtout très fière d'avoir pu contribuer à accueillir une trentaine de start-up, à héberger des lignes pilotes avec des grandes entreprises comme avec des entreprises de taille intermédiaire et surtout à diffuser cette innovation dans l'ensemble du tissu industriel, y compris les PMI, PME du secteur traditionnel. Et à titre d'exemple, nos 2 dernières entreprises hébergées dans ce BHT, dans ce bâtiment de haute technologie, largement financées, 80% par les collectivités territoriales. Et à l'époque, Marc Bayetto, qui était premier vice-président du Conseil général, avait été extrêmement moteur pour que le Conseil général prenne la maîtrise d'ouvrage de ce pôle. Eh bien, les 2 dernières entreprises que nous avons hébergées, l'une était une entreprise de plasturgie, vouée à la délocalisation si elle n'avait pas innové. Et aujourd'hui, elle produit des semainiers intelligents parce que 80% des personnes, vous et moi, prenons mal nos médicaments. Et donc, c'est un semainier qui dit à quel moment il faut prendre les médicaments et dans quelle dose, en particulier pour des gens qui sont diabétiques ou qui souffrent d'affections chroniques de ce type. Deuxième entreprise, une entreprise de tuyauterie pour les réseaux, toute bête. Pareil, vouée à la délocalisation. Si on n'avait pas diffuser une innovation, des capteurs qui permettent en cas de fuite de gaz de savoir exactement où est le tuyau, sachant que les 3/4 des plans dans nos villes sont obsolètes, mal faits et qu'on ne sait pas résoudre ce type de problème rapidement. Donc des choses qui ont l'air toutes simples, mais qui en fait nécessitent une énorme intervention des collectivités pour mettre en relation les laboratoires, les entreprises intermédiaires, les petites et moyennes entreprises qui jamais n'iront naturellement voir un laboratoire de haute technologie, parce que ce sont 2 cultures différentes. Donc notre job, à nous, notre mission, c'est de mettre en relation ces mondes qui sont des mondes différents et qui
qui sont des mondes qu'il faut absolument relier, sinon nos emplois industriels, nous pouvons faire une croix dessus. Et je crois que l'une de nos obsessions, je dirais, je le dis comme ça à la métro, c'est de garder la diversité de nos emplois, de la chimie jusqu'à la haute technologie, en passant par l'économie sociale et solidaire, ne jamais opposer un monde à l'autre. Toujours penser global. L'emploi, c'est une chaîne. Si nous abandonnons nos emplois productifs, comme le préconisait Serge Sturck et l'Europe il y a quelques années, c'est l'ensemble de la chaîne de l'emploi qu'on abandonne. C'est vraiment prendre le reste du monde et les pays émergents pour des imbéciles que de penser qu'ils vont se contenter, ad vitam aeternam, d'être l'atelier du monde. Bien sûr, ils forment des ingénieurs. 400 000 par an en Chine, 300 000 en Inde. Bien sûr, ils ont un système éducatif extrêmement perfectionné et qu'ils démocratisent. Donc, il faut que nous, quelque part, on se bouge. Alors, ça peut paraître dérisoire, les efforts d'une communauté d'agglomération de 400 000 habitants face à une économie très mondialisée. Je pense qu'on a quand même raison d'être volontariste. On a réussi à garder une partie de nos emplois industriels. On s'efforce d'accompagner la mutation verte de nos emplois industriels, quels que soient les secteurs d'activité. On pousse à fond l'innovation et on est maître d'ouvrage dans 4 projets du plan campus. On a été maître d'ouvrage de Minatech. On pilote avec Marc Bayetto et Jean Terme, le directeur de la recherche technologique du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, donc tout ce qui est hors nucléaire au CEA, toutes les nouvelles technologies, que ce soit les technologies de l'information, la santé ou l'énergie. On co-préside donc un comité de pilotage pour un projet qui nécessite un investissement de 1,5 milliard d'euros dans les 15 ans à venir. Projet qui s'appelle pour la partie scientifique Giant, pour la partie urbaine Presqu'île. Et on a fini par faire des projets intégrés qui intègrent l'économie à l'urbain. On fait des démonstrateurs, donc on prend nos risques. On travaille en réseau, comme vous l'indiquiez. On trouve l'argent, finalement, même si c'est de plus en plus difficile, parce que je crois que quand on a de bons projets, on trouve l'argent. Et finalement, on bâtit des réseaux et des intercommunalités de projets. Alors, quand on est petit, il faut être malin, il faut travailler en réseau, il ne faut pas jouer le saupoudrage sur le territoire, il faut jouer des pôles forts. Le territoire de Giant et de la Presqu'île, c'est le tiers du PIB de la métro, 4 milliards d'euros par an. Alors on pourrait dire, on se focalise là-dessus et on ne diffuse pas. Non, on se focalise là-dessus parce que c'est notre cœur de chauffe, mais on diffuse absolument dans l'ensemble du territoire, sinon ce serait inacceptable. On aurait des sociétés à 2 vitesses. Donc on est malin, on joue les réseaux, on joue pas la bagarre avec Lyon. On a complètement pacifié cette bagarre qui ne veut rien dire vu de Shanghai. Enfin franchement, on est des bonsaïs vu de Shanghai. Donc il faut absolument être soudés. Et on travaille en réseau, notamment le long des Alpes, parce que notre territoire, notre spécificité, c'est l'innovation, la montagne et les réseaux à l'international. Et je crois qu'avec le sillon alpin, qui travaille non pas contre Lyon, mais avec Lyon, qui a des projets très ancrés sur le territoire, moi je crois beaucoup à la proximité territoire-entreprise. Et les grandes entreprises ont des gens dans leurs établissements locaux qui sont attachés au territoire. Alors, il ne faut pas trop nous déstabiliser. Il ne fallait pas supprimer la taxe professionnelle du jour au lendemain parce qu'on déstabilise des modèles économiques et des équilibres économiques, quelle que soit la validité ou non de la taxe professionnelle qu'il fallait de toute façon réformer. Mais on ne bouscule pas les choses du jour au lendemain. Il faut avoir des équilibres économiques qui soient stables. Il faut avoir des contrats de confiance entre les régions, les communautés urbaines, les collectivités et l'État et l'Europe. Il faut être plus intelligent ensemble avec l'Europe. Et je crois que si on joue ensemble, si on joue groupé, eh bien on peut continuer à exister demain, pas seulement comme un vaste lieu touristique, mais aussi comme un territoire créateur de richesses, créateur d'emplois diversifiés et donc d'une cohésion sociale et d'un développement durable qui nous assure un développement harmonieux.